d'ISMR. Alors bonsoir à tous. Donc, je ne vais pas m'attarder, on a pris déjà beaucoup de retard, donc on va commencer directement. Déjà pour savoir de quoi on parle, SMR, ça parle peut-être pas à tout le monde. C'est les soins médicaux et de réadaptation, et donc c'est la nouvelle terminologie qui a été votée lors du dernier décret sur les conditions d'implantation de l'activité de réadaptation, donc l'activité de soins médicaux et de réadaptation, et les conditions techniques de fonctionnement. Donc ça a été voté en janvier 2022. Alors, qu'en est-il de la réadaptation en France en 2022 ? Le GERS a refait un annuaire de tous les centres de réadaptation. Et donc, on voit qu'on a quand même une couverture nationale qui est plutôt satisfaisante, même s'il y a des irrégularités selon les régions. Il y a quand même des centres de réadaptation un peu partout en France aujourd'hui. Que disent les recommandations ? Donc, les dernières recommandations européennes font de la réadaptation une thérapeutique de rang 1A pour les patients coronariens après ou sans revascularisation et pour les patients insuffisants cardiaques. Voilà, donc ça c'est le joli côté de la médaille. Qu'en est-il en réalité ? Donc pour les coronariens, on vient de le voir, c'est une recommandation de rang 1A qui découle de chiffres qui sont très puissants, puisqu'on a une baisse de mortalité cardiovasculaire grâce à la réadaptation qui est de 36%, une baisse de mortalité globale de 20%, une baisse des réhospitalisations de 18%. Et malgré tout, la dernière enquête de Santé publique France en 2021 nous montre que seulement 37% des coronariens sont pris en charge en réadaptation cardiaque. Du côté insuffisance cardiaque, donc également une recommandation de rang 1A. On considère que la baisse de mortalité est de l'ordre de 12%, avec une baisse des réhospitalisations de 20% et avec une amélioration constante dans les études de la capacité d'effort et de la qualité de vie pour ces patients insuffisants cardiaques. Et pourtant, moins d'1 sur 5 va bénéficier de réadaptation. On a donc un problème. Alors ce problème, il découle de la mauvaise connaissance des points forts de la réadaptation et puis de tous les points faibles de la réadaptation. Donc les points forts, on vient de le voir, la réduction puissante de la morbidité et de la mortalité, un rapport coût-efficacité qui est tout à fait prouvé, une satisfaction des patients, une amélioration de la qualité de vie et de la capacité d'effort, et surtout cette particularité de la réadaptation qui est un lieu unique de prise en charge globale du patient, c'est-à-dire c'est l'endroit où on va à la fois l'aider à corriger ses facteurs de risque cardiovasculaire, où on va pouvoir optimiser ses traitements en s'appuyant sur sa réponse à l'effort, parce qu'on lui propose un entraînement physique régulier et adapté, et c'est également l'endroit où on va pouvoir prendre en charge ses comorbidités. Tout ça parce qu'en réadaptation, on a des équipes pluridisciplinaires. Donc tout ça, c'est quelque chose de pertinent et d'efficace qui a fait ses preuves. Mais il y a des points faibles. Le premier des points faibles, c'est sûrement des délais d'admission qui sont trop longs, parce que bon nombre des places de réadaptation cardiaque sont prises par les patients chirurgicaux qui doivent sortir vite des services de chirurgie, et du coup moins de places disponibles pour les patients médicaux coronariens ou insuffisants cardiaques. On n'a aussi pas assez de patients adressés en réadaptation, donc un défaut de prescription de la part des adresseurs potentiels, qui sont la plupart du temps pas assez formés à l'intérêt de la réadaptation. On entend très peu parler de réadaptation cardiaque pendant les études de médecine. Et puis la durée de séjour hospitalière est devenue tellement courte qu'il faut expliquer au patient son diagnostic, son traitement. Si en plus il faut lui expliquer en quoi consiste la réadaptation et prendre le temps de le convaincre, c'est difficile. Il y a aussi des freins du côté des patients qui sont quelquefois pas assez motivés parce qu'ils ne connaissent pas l'intérêt qu'ils peuvent avoir à venir en réadaptation, parce qu'ils peuvent avoir des problèmes de disponibilité, parce que la durée de séjour peut les effrayer. Et puis, dernier point faible dont on ne parle pas souvent, mais qui est le même dans tout le système médical, il y a une pénurie médicale en réadaptation. Et pour cette raison-là aussi, c'est nécessaire de redynamiser et de moderniser le modèle pour le rendre plus attractif pour les médecins. Alors, quel type de solution et de perspective ? Alors, si on prend l'existant, c'est la plupart du temps de la réadaptation en centre, donc service ou centre de réadaptation cardiaque, sur 20 séances en hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour. Maintenant, ça s'appelle hospitalisation à temps partiel. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses ? Développer et prioriser la prise en charge ambulatoire, puisqu'on sait maintenant qu'on a beaucoup de patients médicaux qu'on peut prendre de façon tout à fait satisfaisante en ambulatoire. La prise en charge ambulatoire, c'est au moins 3 activités sur une demi-journée. Et c'est vrai que pour un patient, venir tous les matins dans le service ou tous les après-midi, ça lui permet de rester inséré dans sa vie personnelle, familiale, quelquefois même professionnelle, et de bénéficier du même programme, simplement un peu plus condensé.
Adapter le nombre de séances, c'est sûrement une nécessité. À garder tout le monde 3 semaines en réadaptation, on embolise un peu les services de réadaptation. Il y a des patients qui auront besoin de beaucoup plus de temps, notamment les insuffisants cardiaques, mais on a aussi des coronariens en bon état qui comprennent tout très vite et qui peut-être, au bout d'une quinzaine de séances, pourraient retrouver leur autonomie et quitter le service. Raccourcir les délais d'admission, c'est une nécessité. Personnaliser un peu plus les programmes. On ne doit pas proposer la même chose à un jeune patient sportif, à un patient qui est encore en activité professionnelle par rapport à un retraité, à une femme, à un sujet âgé. On doit tenir compte un peu plus des profils des patients pour leur proposer des activités qui leur conviennent. Et puis nouer des partenariats avec les adresseurs, c'est nécessaire. Les services ou les pays où la participation au programme de réadaptation est le plus élevée, c'est les pays où il a été mis en place un aiguillage automatique à la sortie du service de cardiologie, c'est-à-dire on sort de cardiologie, on va en réadaptation et c'est automatique, sauf évidemment refus express du patient. C'est comme ça que ça marche le mieux. Ce qu'on voit aussi, c'est que les paramédicaux sont plus à même d'expliquer l'intérêt de la réadaptation et de convaincre le patient que les cardiologues pendant l'hospitalisation, parce qu'ils ont éventuellement plus de temps et de proximité, on va dire. Deuxième type de solution en perspective, c'est le développement d'autres structures, notamment des choses qui existent déjà à Paris, à Strasbourg, etc., qui sont des structures urbaines légères, qui sont libérales le plus souvent, qui sont pour l'instant financées dans le cadre d'article 51, qui sont des articles tests, des programmes tests, on va dire, sur des innovations en santé, et qui proposent donc des programmes personnalisés qui sont peut-être plus adaptés aux populations actives. C'est-à-dire que le patient vient faire sa séance de vélo ou son atelier d'éducation thérapeutique ou sa séance de rameur quand il peut dans la journée. Donc il y a souvent des amplitudes horaires très larges. On peut y aller le matin à 8h ou le soir à 20h. C'est des programmes qui sont du coup beaucoup plus étalés dans le temps, mais qui sont beaucoup plus flexibles. L'avantage, c'est que ça permet d'insérer un peu plus le programme dans la vie quotidienne du patient. Ça lui permet de continuer plus facilement sa vie personnelle et professionnelle en parallèle. Et comme le programme s'étale sur une longue durée, on aura peut-être à long terme une adhésion améliorée, puisque ça sera beaucoup plus installé dans la vie du patient. Troisième type de solution, je vais juste l'évoquer puisque ça va être Jean-Michel qui va vous en parler après bien mieux que moi, puisque lui, il pratique et ce n'est pas mon cas. Troisième type, donc, la téléréadaptation. Donc, c'est des programmes de réadaptation à domicile, éventuellement hybrides aussi un petit peu en centre. Et contrairement à ce qu'un certain nombre de cardiologues pensent, ce n'est pas juste de l'activité physique à domicile, c'est bien les 3 piliers de la réadaptation cardiaque, mais à distance, donc chez soi. Les 3 piliers, je vous rappelle, c'est l'entraînement à l'effort, c'est l'optimisation thérapeutique, c'est-à-dire l'adaptation des traitements, la titration des traitements notamment, et l'adaptation, par exemple, au profil chronotrope à l'effort ou au profil tensionnel à l'effort. Et puis, c'est tout le programme d'éducation thérapeutique qui doit être le même que celui qui est délivré en centre, avec les mêmes évaluations. Voilà, très rapidement, et encore une fois, je ne rentre pas dans les détails des programmes de téléréadaptation qui vont être abordés après. Les avantages qu'on peut imaginer ou qui sont déjà prouvés dans tous les pays où ces systèmes sont déjà en place, c'est que ça permet de prendre en charge les patients plus rapidement, que c'est quelque chose qui s'intègre dans la vie quotidienne du patient. Le patient est à son domicile, dans sa famille. Il y a bien sûr des économies de déplacement, donc du temps gagné pour les patients et de l'argent gagné pour la sécurité sociale et de la pollution économisée, etc. Les études prouvent qu'il n'y a pas de limite d'âge, c'est-à-dire qu'on peut être âgé et savoir très bien se servir des interfaces que Jean-Michel va vous présenter après. Le coût est moins important, bien sûr. On a les mêmes gains en termes de performance à l'effort et on a la même sécurité, il n'y a pas plus d'accidents. Et on a à long terme une bonne adhésion des patients parce que les programmes, enfin une des raisons à mon avis, c'est que les programmes sont souvent plus longs, c'est 8 à 12 semaines contre 3 semaines en centre de réadaptation. Et donc ça laisse le temps aux patients de prendre de vraies habitudes. Les inconvénients, vous les imaginez bien, hein, évidemment, on perd le lien social entre les patients. C'est quelque chose d'important en centre de réadaptation. L'effet de groupe, c'est un effet de motivation et c'est un effet social très positif. Il y a quand même moins d'interaction avec l'équipe pluridisciplinaire. Ça nécessite bien sûr d'avoir des équipements spécifiques et d'être vigilant sur la protection des données et la qualité des interfaces. Voilà, juste quelques diapos pour vous dire que la téléréadaptation, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui existe depuis 1992 quand même au Royaume-Uni. Aux Pays-Bas, ça fait partie des recommandations de réadaptation cardiaque depuis 2018. Et vous voyez, comme on le disait juste avant, ce n'est pas juste de l'exercice physique à la maison, ça doit comporter l'entraînement physique, l'éducation thérapeutique,
la relaxation si besoin, tous les programmes de soutien psychoéducatif, le suivi tabacologique si nécessaire et l'intervention vraiment de l'équipe pluridisciplinaire comme on l'a en centre avec le psychologue, le diététicien, l'assistante sociale sur une durée prolongée. Donc ça existe dans d'autres pays européens. Si vous êtes intéressé par le sujet, il y a beaucoup d'études et notamment de méta-analyses qui montrent une efficacité semblable à ce qui est fait en centre. Et donc, en pratique, est-ce qu'il faut fermer les centres de réadaptation et mettre tout le monde à la maison? Sûrement pas. L'idée de toutes ces solutions, de toutes ces perspectives, c'est de vraiment faire du sur-mesure pour nos patients et d'avoir une solution adaptée à proposer à chaque patient selon son profil. On peut imaginer, par exemple, que les centres de réadaptation soient plus réservés en hospitalisation pour les patients lourds, les patients polypathologiques, les patients fragiles. On en a de plus en plus, on a des patients de plus en plus sévères en hospitalisation. On peut imaginer que dès que le patient va mieux, on le fasse passer très rapidement en hospitalisation à temps partiel ou hospitalisation de jour, ou alors que d'emblée, s'il est en bon état, il soit admis directement en hospitalisation de jour. On pouvoir proposer les structures urbaines légères pour les patients actifs en bon état général ou qui veulent continuer donc leur vie professionnelle en parallèle, et pouvoir proposer des programmes de téléréadaptation ou des programmes hybrides pour les patients éloignés géographiquement ou qui ne souhaitent pas la prise en charge en groupe, parce que le groupe n'est pas forcément une bonne solution pour tout le monde. Ces solutions alternatives, elles existent déjà dans un certain nombre de pays, elles fonctionnent. La seule différence, c'est que ça existe et ça fonctionne dans les pays où on a un financement public, ce qui n'est pas encore le cas en France, mais ça va être abordé avec les articles 51. Voilà, donc pour finir et faire court, la réadaptation, c'est une méthode dont les résultats sont prouvés depuis très longtemps. Malgré ça, trop peu de patients en bénéficient. C'est quand même un modèle unique de prise en charge globale du patient, que ce soit sur le plan psychosocial, diététique, éducatif, physique, cardiologique, etc. Il est important qu'on puisse proposer aux patients des modèles multiples et complémentaires, et donc le fonctionnement seul en service de réadaptation n'est manifestement pas adapté puisque on n'a jamais eu assez de patients qui viennent en réadaptation. Et donc proposer ces modèles complémentaires et multiples, ça permet de renouveler l'intérêt pour le patient pour pouvoir lui offrir une réadaptation à la carte, renouveler aussi l'intérêt pour le médecin prescripteur, s'il sait qu'il a une offre de soins plus adaptée pour chaque profil de patient, il sera peut-être plus motivé pour adresser son patient. Et puis pour les équipes qui travaillent en SMR, bien sûr, c'est intéressant d'avoir de nouvelles perspectives de développement. Voilà. Je terminerai en vous rappelant que pas de réadaptation en prévention secondaire, c'est une perte de chance. C'est quand même un traitement qui a prouvé une réduction de morbimortalité que tous les médicaments ne sont pas capables de prouver aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous rappelle le congrès de réadaptation du mois de septembre à Pau. Et puis, vous avez déjà vu plusieurs fois l'affiche du prochain congrès de cardiologie du sport. Merci.